pendant quelques temps où j'ai fait un petit tour en France. J'en ai profité pour voir un certain nombre de personnes et c'est toujours intéressant de se rendre compte de ce qui se passe aussi en France, de voir quel est le climat et de ce que l'on dit sur la Russie. Donc, moi, j'ai appris un certain nombre de choses. Alors, je rentre et Igor nous a quittés, bien évidemment. Ça, je pense qu'il l'a fait exprès. Donc, Igor est maintenant en France, mais vous le voyez, il est là. Mais par contre, Arnaud Dubien et Pavel Chinsky sont avec moi. Donc, on est vraiment heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'actualités, mais on va commencer par Igor aujourd'hui, parce qu'il a des actualités plus brûlantes que celles que Arnaud a nous annoncé. Donc, Igor, j'espère que tu profites bien de ton séjour en France. Tu as fait une très belle conférence, je sais, il y a quelques jours, mais à la gendarmerie d'Antibes, dit Pavel, mais c'est pas vrai, c'était à celle de Saint-Tropez. Donc, Igor, c'est à toi et merci de nous avoir rejoints par Zoom. Merci Président, bonjour à tous. Oui, c'était la salle des fêtes en fait de l'Antibes plus précisément. Voilà. Effectivement, j'ai une actualité donc diplomatique qui est assez riche pour cette fin de semaine. Je vais commencer par un sujet autour du pétrole dont il est beaucoup question ces derniers temps, puisque Vladimir Poutine s'est exprimé hier dans le cadre de la Russia Energy Week. Et, au cours de son discours, il a finalement dit ce à quoi il fallait s'attendre, à savoir que les pays qui souhaiteraient ou qui décideraient d'appliquer le principe du plafonnement du prix russe et du pétrole russe, donc d'acheter du pétrole à des prix plafonnés en cohérence donc avec le dernier paquet de sanctions européennes, eh bien, ces pays ne recevraient pas de pétrole russe. Autrement dit, la Russie n'entend pas vendre du pétrole aux pays qui appliquent le principe du plafonnement du pétrole. De son côté, la secrétaire d'État, la secrétaire au Trésor américaine, Madame Janet Yellen, a indiqué également hier que, selon elle, le prix de ce plafond pourrait être établi à $60 par baril. Donc, c'est le prix qu'on évoquait la semaine dernière, hein, lorsqu'on voyait se mettre en place ces mesures, ces sanctions européennes sur le pétrole russe. Pour information, le baril Oural se vendait récemment à $73 par baril. On passe du pétrole au gaz, puisque les 27 se sont revus hier à Prague pour proposer dans les prochains jours un mécanisme d'achat groupé de gaz pour les pays européens, ainsi que l'élaboration d'une grille tarifaire alternative afin d'avoir quelque part une sorte de prise sur le prix du gaz pour le 1000 mètres cubes. Donc, en revanche, toujours rien à ce jour en ce qui concerne un éventuel plafonnement du prix du gaz de manière similaire à ce qu'on a pu avoir sur le pétrole. À ce jour, les Européens ne sont pas prêts à aller jusque-là. De son côté, Vladimir Poutine, toujours hier dans le cadre de la conférence que j'évoquais, soulignait qu'il serait probablement judicieux de créer un hub gazier en Turquie. Il a dit ça alors qu'aujourd'hui, il rencontre le président turc à Astana, ça je vais y revenir, afin de compenser les pertes de volume suite au sabotage donc, des Nord Stream 1 et 2. Il a également proposé d'exploiter la dernière ligne qui serait encore fonctionnelle du gazoduc Nord Stream 1 afin de pouvoir envoyer du gaz quand même directement en Allemagne. Du côté de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est exprimé hier devant le FMI et la Banque mondiale pour expliquer que son pays aurait besoin de 55 milliards de dollars l'an prochain pour couvrir d'une part le déficit budgétaire évalué à 38 milliards de dollars et d'autre part reconstruire les infrastructures critiques dont le chantier est évalué à 17 milliards de dollars. De son côté, le FMI a estimé que l'Ukraine aurait besoin de 3 à 4 milliards de dollars chaque mois d'aide externe, financière externe, pour maintenir le niveau de son économie. Janet Yellen, que j'évoquais juste avant, a indiqué que dans les prochaines semaines, les États-Unis allaient débloquer une bourse, pour le coup, hein, de 4,5 milliards de dollars pour Kiev, ce qui portera l'assistance financière américaine à l'Ukraine depuis le début de la guerre à environ 13 milliards de dollars. Je parlais d'Astana tout à l'heure. Vladimir Poutine est aujourd'hui à Astana dans le cadre d'une conférence sur l'interaction et la construction des mesures de sécurité en Asie. C'est la 6e édition de ce format régional. Lors de son discours inaugural, il a rappelé les grands principes auxquels sont attachés la Russie, à savoir le monde multipolaire, qu'il est en faveur d'une sécurité internationale qui soit égale et indivisible.
Et il a également attiré l'attention de ses auditeurs sur les risques que présente la situation en Afghanistan pour la stabilité de l'Eurasie. À cette occasion, il a rencontré l'émir du Qatar, le cheikh Al Thani, avec qui il n'avait plus d'échanges ni d'entretien depuis juin 2021, plus d'un an, alors qu'à l'inverse, le cheikh du Qatar s'était entretenu à quelques reprises avec Volodymyr Zelensky, par exemple. Et cet entretien avec le cheikh du Qatar intervient le surlendemain de la rencontre entre Vladimir Poutine et le cheikh des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed, qui s'est rendu à Saint-Pétersbourg mardi pour rencontrer le président russe. Au cours de cet entretien, ils ont notamment discuté de la situation en Ukraine et manifestement de la possibilité d'un nouvel échange de prisonniers. Échange de prisonniers, si je ne me trompe pas, qui a eu lieu très récemment. En tout cas, il y a une vingtaine de soldats russes qui manifestement ont été rendus par les Ukrainiens à la Russie très très récemment. Une actualité du côté de l'ONU, puisque l'Assemblée générale des Nations unies a voté très favorablement hier en faveur d'une résolution condamnant la Russie pour l'annexion du Donbass et des régions de Kherson et de Zaporogie. Donc c'est une réunion extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, avec donc une résolution, un vote au sujet d'une résolution donc, qui était au sujet de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de la défense des principes de la Charte des Nations Unies. Je cite l'intitulé de la résolution. Le vote s'est donc déroulé de la manière suivante. Il y a eu 143 pays qui ont voté en faveur de cette résolution, 35 pays qui se sont abstenus, dont la Chine, l'Inde, l'Algérie, des pays d'Asie centrale et d'Afrique, et 5 pays qui, sans surprise, se sont opposés, sans surprise parce qu'il s'agit de la Russie, de la Biélorussie, de la Syrie, de la Corée du Nord et du Nicaragua. Il y a une dizaine d'États qui n'ont pas pris part au vote et qui, comme on dit, ont voté avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils ne se sont tout simplement pas présentés dans la salle du vote au moment du scrutin. Alors, ce qui est intéressant, c'est la géographie des votes, puisque c'est le troisième vote de l'Assemblée générale des Nations unies sur une convocation extraordinaire. Il y a eu un vote le 2 mars et un vote le 24 mars. Le 2 mars pour, je cite, condamner l'agression russe contre l'Ukraine, c'est l'intitulé de la résolution qui était présentée, et le 24 mars, c'était sur les conséquences humanitaires de l'agression contre l'Ukraine. Là, je cite encore l'intitulé de la résolution de l'ONU. Et finalement, on s'aperçoit qu'au terme quantitatif numérique, le nombre de voix ne bouge pas beaucoup. Sur les 2 premiers votes, en gros, les votes étaient validés par 140 et 141 voix pour, et c'était toujours les mêmes pays qui s'opposaient, à savoir les 5 que j'ai précités. C'est finalement les gens qui s'abstiennent ou qui ne votent pas, qui bougent un petit peu. On est toujours dans la trentaine, 35, quarantaine de pays qui s'abstiennent ou ne votent pas. Mais sur la dernière résolution, il y a néanmoins quelques mauvaises surprises pour les Russes, puisque cette fois-ci, ont voté pour la résolution hier des pays comme l'Égypte, comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, ou le Brésil, qui d'habitude s'abstenaient lors des derniers votes, alors que là, ils ont quand même voté en faveur de ce texte. C'est-à-dire que quantitativement, ça ne change pas, l'ordre de grandeur reste le même. On s'aperçoit qu'il y a un monde qui est très polarisé sur la question de la guerre en Ukraine, mais quantitativement, sur le scrutin d'hier, tout du moins, il y a eu quelques petites évolutions. Il faudra suivre si jamais c'est momentané ou si jamais ces évolutions sont appelées à durer. Cela dit, l'Arabie saoudite a, avec la Russie, validé le principe de reconduire l'OPEP+, et accepté de diminuer sa production de pétrole, et les Émirats arabes unis qui ont voté hier en faveur de ce texte. Comme je le disais, l'émir des Émirats arabes unis est à Saint-Pétersbourg mardi. Donc, on voit qu'ils essayent quand même de ménager, entre guillemets, la chèvre et le chou, et de ménager les humeurs de Washington aussi. Dernier élément, justement, les États-Unis qui ont publié hier leur nouvelle stratégie de sécurité nationale, un texte qui est signé par la Maison-Blanche. Très, très brièvement, le texte prend acte du fait que le monde post-guerre froide est terminé, d'une part, et d'autre part, dresse le tableau d'un ordre international qui est mis au défi par plusieurs puissances révisionnistes, et parmi elles, le texte indique que c'est la Chine qui a à la fois la volonté et les moyens de remodeler l'ordre international auquel les États-Unis d'Amérique et leurs partenaires européens sont attachés. La Russie est décrite dans le texte, je cite, comme une menace à la sécurité et à la stabilité internationale. On pense, la publication de ce texte devrait être suivie de très, très rapidement par la publication de 2 autres textes stratégiques, la stratégie de défense nationale et la stratégie militaire nationale, qui sont tous 2 publiés par le Pentagone. Voilà, Emmanuel, je te rends la parole. Merci beaucoup. Igor, c'était très clair. On aura quelques questions pour toi après.
Arnaud, sur un plan politique, économique. Oui, quelques mots d'économie et de politique intérieure, avec une actualité moins dense que ces dernières semaines. Un mot de l'inflation qui ralentit à 13,3% en rythme annuel, alors qu'elle était montée jusqu'à 17 et quelques. Donc ça reste élevé, mais la tendance est clairement au ralentissement. Un budget fédéral qui a été exécuté en septembre avec un déficit de 83 milliards de roubles, contre 345 en août et près de 900 en juillet. Pour l'instant, compte tenu des bons chiffres du début de l'année, la Russie reste excédentaire dans la mise en œuvre de la loi budgétaire, mais sur l'ensemble de l'année, on devrait enregistrer un déficit de l'ordre de 0,9%. Le ministère russe de la Défense, qui devrait verser près de 60 milliards de roubles par mois, c'est-à-dire près d'1 milliard d'euros au cours actuel, d'indemnités aux mobilisés. Il s'agit d'un calcul effectué sur la base de 300 000 personnes recevant le minimum prévu, soit 195 000 roubles. Politique intérieure, société, le service fédéral de sécurité, le FSB, qui a déclaré hier avoir déjoué plusieurs attentats dans les régions de Moscou et de Briansk. Le FSB a également indiqué avoir arrêté 8 personnes suspectées d'avoir participé à l'attaque contre le pont de Crimée. Une nouvelle assez étonnante, quoique, on a appris aujourd'hui qu'un automobiliste moscovite avait été condamné à 15 jours de détention et à 50 000 roubles d'amende pour avoir écouté dans sa voiture de la musique ukrainienne. Un dernier mot, oui, Meta, qui faisait déjà l'objet d'une interdiction en Russie, a officiellement été ajouté à la liste des entités terroristes et extrémistes. Voilà ce qu'on pouvait relever parmi les nouvelles du jour. Bon, effectivement, pas grand-chose de très, très intéressant aujourd'hui. Mais oui, j'espère qu'on a un peu plus de nouvelles demain. On a peu de questions, donc vous pouvez commencer à poser des questions. Alors, on a une question, je ne sais pas pour qui, Arnaud ou Igor. Combien de temps faudrait-il pour avoir des premiers résultats dans l'enquête sur le sabotage des Nord Stream? Doit-on s'attendre à plusieurs versions et longues procédures comme le vol de Malaysia Airlines? Alors, je vais prendre. Je pense que oui, je pense qu'au final, bon, il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a une enquête qui va être montée par la Suède, par le Danemark et par l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Ces pays ont clairement fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas associer la Russie à l'enquête, qu'elle était exclue donc, du processus d'investigation. La réponse de Moscou, c'est que la Russie, dans ces conditions-là, ne recevra pas, ne considérera pas comme valides les résultats de l'enquête, ce qui est, bon, a priori logique. Et donc, on se dirige effectivement, comme c'est suggéré par la question, mais il fallait s'y attendre, à effectivement comment dirais-je, la coexistence de deux vérités que chacun va défendre mordicus en expliquant que la théorie ou la vérité ou l'enquête réalisée en face n'est pas valide. Et donc, il y a peu de chances qu'in fine, on ait toute la lumière qui soit faite sur l'histoire de manière parfaitement impartiale. Par conséquent, je redoute qu'on ait quelque chose qui traîne et avec des résultats qui soient contestés systématiquement. Je pense que la Russie va chercher aussi à faire son enquête, proposer sa version, qui sera immédiatement contestée par le camp d'en face. Et effectivement, on ne verra pas le bout de la vérité, à mon avis. Si je peux me permettre d'ajouter, on ne peut pas exclure qu'on ne trouve rien. Quand je dis on, c'est l'enquête qui sera initiée par les Danois et les alliés de l'OTAN, ce qui serait en soi intéressant. C'est-à-dire l'impossibilité d'attribuer ou d'expliquer qui est à l'origine. Et puis, bon, je dirais quand même les faits bruts sont un peu plus obscurs que ceux du 17 juillet 2014, me semble-t-il. On nous demande, avez-vous parlé des attentats déjoués sur les Turkish Stream? On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais est-ce que vous... Alors, c'est intéressant. On en a parlé lors du dernier briefing. Ouais. Effectivement, le président russe a mentionné
des tentatives de sabotage visant ce gazoduc qui relie la Russie et la Turquie. Et élément nouveau, développement de dernière minute ou presque, a été annoncé il y a quelques minutes l'arrestation de suspects en Russie, puisque cette tentative de sabotage aurait eu lieu non pas en mer Noire, mais sur la section terrestre du tube. Donc on devrait en savoir un peu plus dans les heures qui viennent. Évidemment, c'est une accusation très grave et qui est lancée à la veille de la rencontre entre Vladimir Poutine et le président Erdogan. Alors, question sur la rencontre entre le président russe et le président des États Arabes Unis. Des décisions notables ont-elles été prises? En fait, c'est une personne qui n'a pas entendu le début du effectivement. Alors, c'est la comme question. j'évoquais dans le briefing, Mohamed Ben Zayed et Vladimir Poutine se sont rencontrés à Saint-Pétersbourg mardi. À cet égard, il est intéressant de rappeler que c'est la première visite d'un chef d'État étranger depuis l'annexion des régions en Ukraine. Donc, c'est important de le souligner. Manifestement, l'ordre du jour a porté essentiellement sur l'Ukraine. Et comme je le disais, il y a des rumeurs qui font état que lors de cette rencontre, il aurait été, une fois de plus, envisagé la possibilité de faciliter un échange de prisonniers. On sait que la Turquie et d'une certaine manière l'Arabie saoudite avaient joué un rôle dans des échanges précédents. Là, il serait possible que la chose se répète avec les Émirats arabes unis. C'est aussi une visite, et je termine là-dessus, qui intervient quelques jours après la réunion de l'OPEP+, dont on a parlé la semaine dernière, qui a entériné la réduction de production de pétrole entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Russie et les autres pays membres de ce cartel pétrolier. Voilà. Merci Igor. Autre question, l'Union européenne veut former dans chacun des pays membres des militaires ukrainiens dans les mois à venir. Est-ce une forme de co-belligérance? Alors on a appris effectivement que l'Union européenne allait former de l'ordre de 15 000 militaires ukrainiens, que 2 centres seraient créés, de mémoire en Pologne et en Allemagne, mais il pourrait y en avoir d'autres. Donc ça, ce sont les faits. On sait que d'ores et déjà, la Grande-Bretagne, depuis plusieurs mois, forme en grand nombre des militaires ukrainiens. Je crois que le Canada aussi. Donc l'Union européenne a officialisé cette décision. Pour ce qui est de l'appréciation, est-ce que c'est une forme de co-belligérance? Les Européens diront non. Les Russes diront qu'on s'en approche, probablement, et en tireront quelques conséquences. Encore une fois, il s'agit de former des Ukrainiens sur le territoire de l'Union européenne. C'est de ça dont on parle. Alors, si je peux me permettre d'ajouter, je pense qu'on est effectivement au pays qu'a mentionné Arnaud, on peut aussi ajouter la France, puisque la France forme des officiers ukrainiens qui sont censés opérer les fameux canons César, dont le président Macron a confirmé hier qu'il y aurait 6 nouvelles unités qui seraient livrées prochainement à l'Ukraine. Mais pourquoi est-ce que, au-delà du nombre, et pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Une fois de plus, pourquoi est-ce qu'on se ressent le besoin en Europe de former des officiers ukrainiens? C'est parce que c'est par rapport au matériel qu'on a livré ou qu'on s'apprête à livrer aux Ukrainiens, et qui est du matériel non pas ex-soviétique ou des choses que les Ukrainiens ont l'habitude de manipuler dans leur armée, mais des choses nouvelles, du matériel militaire nouveau, qui n'ont pas l'habitude d'employer, et donc ça demande un effort de formation supplémentaire. Sauf que là, évidemment, on va avoir un élargissement de la géographie des pays européens qui vont proposer cette formation. On a dit l'Angleterre le fait depuis longtemps, l'Angleterre n'est pas dans l'Europe, enfin n'est plus dans l'Europe. La France, c'est le cas. Maintenant, on voit des pays comme l'Allemagne qui étaient quand même très réticents jusqu'à des temps pas si lointains pour livrer du matériel offensif, pour donner de l'argent, etc. Et qui maintenant, visiblement, dans un cadre européen donc de coordination, vont accueillir des Ukrainiens pour les former. La Pologne, c'est pas surprenant. À vrai dire, je pense même qu'il y a des Ukrainiens en Pologne depuis bien plus longtemps que ça. Mais je pense que c'est quelque chose un nouveau seuil qualitatif qui est franchi. Certains diront une escalade. Bon, je ne risquerai pas à dire ça. Mais je pense que si on avait réfléchi là-dessus au mois de mars, voire au mois d'avril, ça aurait paru encore assez lointain comme perspective. Aujourd'hui, on y est.
Igor, on nous demande pour ce qui est des pays Balkans, lesquels espèrent garder une relation stable avec la Russie. On voit que la Serbie cherche à conserver des relations stables avec la Russie. Maintenant, avec le dernier paquet de sanctions, elle sera en grande difficulté pour acheter du pétrole à la Russie. A priori, elle ne pourra pas bénéficier de dispenses lui permettant de l'acheter et de se mettre à l'abri des sanctions. Les Européens cherchent vraiment à compromettre, je dirais, cette entente entre Belgrade et Moscou. Donc, sur le fond, je pense que des bonnes relations seront conservées. Sur la forme, ça va être difficile de trouver des points de matérialisation de cette bonne entente, puisque le pétrole, il n'y en aura plus. Il restera certes des dessertes aériennes, ça reste important, et éventuellement à l'ONU ou dans d'autres arcanes, des votes un peu plus restreints. Mais même le Monténégro veut, si je ne me trompe pas, interdire les touristes russes. Enfin, on voit des choses assez... alors que le Monténégro, pour le tourisme russe, c'était pas rien. Même si maintenant, il n'y a plus de vol forcément pour desservir cette destination. Et puis, on va avoir, bon, après, c'est une exception, et puis c'est pas un pays, mais la République serbe de Bosnie, à mon avis, va chercher à conserver sur le fond des bonnes relations avec la Russie, mais c'est la République serbe de Bosnie, c'est pas un État en tant que tel. Juste deux mots sur la Serbie et la Bulgarie. La Serbie a annoncé il y a quelques jours son intention de construire un oléoduc vers la Hongrie d'une centaine de kilomètres pour pouvoir, d'ici 18 mois, recevoir du pétrole russe via la Hongrie. Bon, il faudra voir si ça se matérialise, mais c'est assez intéressant. Et en Bulgarie, où il y a une forme d'entre-deux politique, puisque le gouvernement provisoire, on attend des élections, eh bien on voit des flottements. On voit des flottements avec un ministre de l'énergie qui est contesté parce que il appelle à la reprise des négociations avec Gazprom. Donc on voit qu'en Bulgarie, ça tangue, même si, encore une fois, le cap euro-atlantique reste fermement gardé. En restant dans la région, la Biélorussie va-t-elle participer à la guerre? C'est une question. Ouais, je vais peut-être commencer. Moi, Ouais. je n'y crois pas trop. C'est vrai que c'est une question qui en ce moment fait la une des médias, enfin ici en tout cas en France. Moi, je n'y crois pas trop. Bon, la Biélorussie, ça rajouterait quoi dans la balance côté russe? En théorie, ça rajouterait 40 000 soldats environ qui viendraient s'ajouter au contingent déjà déployé par la Russie pour l'opération. Mais je pense qu'au-delà des 40 000 soldats et du matériel qui serait jeté en plus dans cette opération, ça apporterait finalement probablement plus de problèmes qu'autre chose à la Russie, puisque une co-belligérance ouverte de la Biélorussie l'exposerait aussi à j'allais dire, potentiellement à des revers et à des revers militaires. Et si jamais c'était le cas, ce serait très problématique quand même, je pense, pour la planification et pour la Russie de devoir aussi gérer, entre guillemets, un front biélorusse. Quand on voit déjà j'allais dire, les défis posés par la déroulée des opérations en Ukraine. D'une part et d'autre part, on avait expliqué là quand même que la semaine dernière, la population biélorusse, c'est loin d'être évident qu'elle accepterait qu'elle supporterait un engagement frontal de son pays dans le conflit. Donc pour l'instant, l'entre-deux, me semble-t-il, va plutôt bien à Loukachenko. Il ouvre son territoire aux appareils russes, l'aviation stratégique russe, au lancement de drones kamikazes ukrainiens depuis son territoire vers l'Ukraine. Je pense qu'à ce stade, je ne le vois pas aller au-delà. Et une fois de plus, je pense qu'il y aurait plus finalement de retombées négatives que positives à moyen terme, voire à plus long terme. Restant en Biélorussie, on nous demande, question très différente, mais peut-on passer les frontières terrestres en passant par la Biélorussie? J'en sais rien. Est-ce que quelqu'un sait si on peut passer une personne française dans les deux sens? Il faut écrire sur notre hotline, me précise-t-on, parce qu'il y a plein de cas différents. Donc, il faut nous dire s'ils sont des Français, des étrangers, des Russes, visa, etc. On me demande aussi, ça c'est une petite parenthèse, mais par où suis-je passé pour entrer? Je suis passé par Yerevan en Arménie et à l'aller tant qu'au retour, et c'est très pratique de passer par Yerevan. Euh, le,
on nous demande aussi, alors par rapport à ce que tu disais sur Facebook et Meta, euh, si elle est mise sur la liste des entreprises interdites, il y aura-t-il un blocage de WhatsApp? Non, ça a été précisé dès le début du mois de mars, dès que l'État russe a adopté les mesures d'interdiction. Les autorités comprenaient que ça poserait problème auprès de la population qui, dans large mesure, utilise cette messagerie. Et donc, il a bien été précisé que l'utilisation par les citoyens lambda de WhatsApp n'entraînerait pas de conséquences pénales. D'ailleurs, ça reste très utilisé en Russie aujourd'hui. On nous dit aussi de précision de l'un de nos auditeurs qui nous dit que passer les frontières terrestres avec la Biélorussie n'a jamais été possible. Il faut prendre l'avion. Ça a toujours été comme cela, nous dit-il, bien avant la guerre. Donc, je n'en sais rien. Il me semblait que c'était possible de passer en voiture, mais écrivez-nous et on vérifiera sur notre hotline. Justement, on nous dit avec les dernières lois liées au e-visa biélorusse, sans visa de transit biélorusse, il n'est pas possible d'entrer en Russie pour un Européen. Voilà. Mais là encore, on vérifiera si vous nous écrivez. Autre question politique, quid de l'acceptation internationale des référendums dans la région du Donbass? Certaines figures politiques italiennes suggéreraient une répétition du référendum, enfin des référendums sous contrôle d'observateurs neutres. Est-ce que vous avez entendu ça? Enfin, l'acceptation internationale, elle est nulle ou presque, hein. Igor a parlé tout à l'heure de la géographie des votes à l'ONU. Bon, on a vu quelques personnalités parfois assez exotiques se déployer sur les territoires des régions de Kherson, Zaporogie et les républiques du Donbass en tant qu'observatrices. Bon, mais évidemment, on est loin d'une reconnaissance internationale sérieuse de ce qui s'est passé. Pour ce qui est de propositions de refaire des référendums, je dois admettre ne pas être au courant. À part Elon Musk qui a Oui, proposé. voilà. Ah oui, oui, une personnalité italienne. Non, à ma connaissance. il n'est pas italien, mais et encore qu'il en a. Non, Mais- c'est ce que j'allais dire. En fait, ça reprend les propositions de la semaine dernière d'Elon Musk, hein, qui, dans un tweet disruptif, proposait de refaire sous supervision, pas de neutre, hein, mais de l'ONU, hein, tout simplement, sous supervision de l'ONU, de refaire les référendums en Crimée, dans le Donbass et ailleurs, pour statuer de manière incontestable sur le devenir de ces régions. Bon, il a été tout de suite, on l'a dit, hein, rembarré par M. Zelensky et de manière plus anecdotique, je crois qu'on a enlevé son portrait à Odessa sur les façades d'immeubles qui arborent les soutiens politiques de l'Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait un sondage et que 2,4 millions de personnes ont répondu et 59% des personnes ont dit oui au référendum. Les États sont contre, hein. Les États-Unis ont dit qu'ils étaient contre. Mais les gens sont plus ouverts. On nous demande aussi l'axe gazier par l'intermédiaire de la Turquie pour acheminer du gaz vers l'Europe, dont tu parlais tout à l'heure. Question, les salaires russes vont-ils être rehaussés? Ben, ça, je pense qu'on ne peut pas répondre à ça. Et les professions libérales ont-elles intérêt à facturer plus cher? Franchement, je ne suis même pas sûr de voir le lien, mais je ne pense pas qu'on puisse répondre à ça. Mais en fait, non, mais sur le gaz, c'est la première partie de la question qu'il faut retenir, à mon avis, c'est sur le hub gazier. Bon, en fait, la Turquie se vit comme un hub d'une manière générale et un hub gazier en particulier depuis des années. Bon, ça, c'est pas nouveau. C'est le but du Turk Stream. C'est le cas avec le gaz qui arrive d'Azerbaïdjan, donc à travers le Caucase, etc. Il y a le Blue Stream qui envoie du gaz russe en Turquie. Enfin voilà, il y a pas mal de tuyaux qui passent dans la région de la mer Noire au sens élargi qui permettent de distribuer du gaz a priori vers l'Europe puisque c'est le plus gros marché régional. C'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que l'Allemagne, avec ses Nord Stream, était un train, s'érigeait aussi en hub gazier, mais sur le nord de l'Europe. Avec ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est terminé. Et par conséquent, la proposition de Poutine, c'est de dire, bon, bah, vu qu'en gros, ce hub gazier de l'Allemagne n'a plus vocation à réellement exister, ben, il y a quand même des capacités, une demande a priori, on se propose de le faire à travers la Turquie. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas construire un tuyau sous la mer Noire en 15 jours. C'est a priori, on peut imaginer des méthaniers qui feraient la navette à travers la mer Noire avec du gaz qui serait ensuite liquéfié puis regazéifié. Enfin, ça demanderait quand même du temps à faire, évidemment.
mais pour imaginer une station de gazéification flottante qui viendrait se mettre en Turquie pour accueillir du gaz russe qu'on liquéfie ou qu'on gazéifie, puis qu'on envoie en Europe. Mais tout ça, évidemment, est tributaire de la volonté politique. Et on voit qu'en Europe, aujourd'hui, on est sur une dynamique de ne plus acheter de gaz russe, on ne veut plus acheter de pétrole russe. Par conséquent, bon, c'est une proposition qui est plus, je dirais, politique qu'autre chose. Autre question, que pensez-vous des rumeurs à propos des États-Unis qui pourraient passer la Russie en État terroriste? Je lis la question. C'est évidemment une décision unilatérale, mais qui a des conséquences énormes pour les pays partenaires. Exemple Corée du Nord, Iran. Que pensez-vous de cette possibilité? Quelles en seraient les conséquences pour les entreprises étrangères et la situation des ressortissants français ou même américains? Alors, le Congrès souhaiterait, il y a eu plusieurs initiatives, en tout cas d'élus américains au Congrès, pour promouvoir un texte, une résolution allant dans ce sens-là, c'est-à-dire classant la Russie au nombre des États terroristes. L'administration Biden, à plusieurs reprises, et la dernière fois, il y a quelques semaines, et on en avait parlé ici même, a signifié son refus définitif. Ce sont les termes de la Maison-Blanche. Pourquoi? Parce que, justement, cela aurait des conséquences cataclysmiques. C'est quelque chose de bien plus important que les sanctions secondaires. Et manifestement, l'analyse qui est faite à la Maison-Blanche, c'est que le jeu n'en vaut pas la chandelle. À ce stade, en tout cas. Mais avec les bombardements russes de ces derniers jours et qui semblent se poursuivre cet après-midi sur des infrastructures énergétiques en particulier, ce sujet est de nouveau mis en avant et risque de trouver un écho de plus en plus favorable en Occident. Et quelles en seraient les conséquences? Je n'en sais rien pour l'instant. C'est un peu trop tôt pour le dire, j'imagine, si jamais c'était le cas. Non, bon, là, il faudrait regarder très, très précisément les textes de loi américains. Ça a des conséquences juridiques encore une fois, extrêmement claires, tranchées, définitives, y compris pour des tiers. Donc, et ça va bien au-delà, encore une fois, de sanctions secondaires économiques. Alors, on a plusieurs questions sur la mobilisation. On nous demande où on en est. On nous demande combien de salariés en Russie ont dû quitter leur emploi pour rejoindre l'armée. Les entreprises ont-elles été nombreuses à faire des demandes d'exemption pour leurs salariés? Ces demandes sont-elles respectées? Et plus précisément, c'est combien d'entreprises françaises sont mobilisables et d'employés d'entreprises françaises sont mobilisables et mobilisés? Alors, on n'a pas les statistiques. Donc, en tout cas, les entreprises ont-elles été nombreuses à faire des demandes d'exemption pour leurs salariés? Oui, qu'elles soient russes, étrangères ou françaises, oui, les entreprises ont été nombreuses à faire des demandes. Mais combien de salariés aujourd'hui ont été mobilisés? On n'a pas de statistiques en la matière. Euh, on a même des entreprises, des cas d'entreprises de salariés qui ont été mobilisés et renvoyés dans leur entreprise le lendemain parce qu'ils ne correspondaient pas au profil recherché. Donc, et on n'a pas de statistiques en la matière non plus, mais on a eu des exemples parmi nos membres de gens qui sont venus en disant, voilà, on a renvoyé tous les personnes mobilisées dans l'entreprise parce qu'ils ne correspondaient pas au profil recherché. Avons-nous des informations sur le nombre de citoyens des pays d'Asie centrale ayant décidé de s'engager suite à la possibilité de recevoir la nationalité russe? Non, je pense que c'est la même chose. On n'a aucune statistique en la matière. Alors, la Russie recommence à vendre son gaz à l'Italie. Une conséquence de la victoire du parti d'extrême droite? C'est une question. Non, il y avait un problème légal, technique en Autriche. Donc des paiements qui étaient bloqués et ça s'est réglé, mais ce n'est aucunement lié aux échéances électorales en Italie. Euh, On nous dit, j'ai lu que la France commence à livrer du gaz à l'Allemagne. Est-ce que cela veut dire que la France a suffisamment de stock pour passer l'hiver? Alors ça, si je ne me trompe pas, c'est dans le cadre de plan énergétique européen, non? Alors, il faut rappeler que la France est moins exposée. D'abord, elle utilise moins de gaz que d'autres pays. Et son gaz est plus diversifié, par exemple, que l'Allemagne ou d'autres pays d'Europe de l'Est. Alors, pour ce qui est des stocks, les stocks, encore une fois, on en avait parlé, hein, les stocks, ça dure
ça permet de tenir 2 à 3 mois. S'il n'y a plus de flux, on peut tenir théoriquement avec des stocks pendant 2 à 3 mois. Voilà. Donc aujourd'hui, il est probable que la France soit mieux dotée que l'Allemagne et donc que la France fasse jouer le principe de solidarité. Je pense que c'est comme ça que ça s'explique. Alors, c'est une question un peu provocatrice, mais pourquoi le premier référendum dans le Donbass demandant leur indépendance de l'Ukraine il y a quelques années de cela n'a jamais été reconnu? Pourtant, il n'y avait pas de belligérance russe. Combien de fois les populations du Donbass vont-elles devoir voter? Alors, sans vouloir on pourrait répondre par une autre provocation, hein. C'est-à-dire que parfois les référendums, on en fait, on en refait jusqu'à ce que les gens votent bien, entre guillemets. Ça s'est vu par ailleurs. Mais là, alors, bon, c'est un peu contestable. Il n'y avait pas de belligérance russe. Bon, ça, je ne le dirais pas personnellement. Mais je crois que ça reflète plutôt les hésitations de Moscou, hein. Moscou, entre 2014 et février 2022, a hésité, a d'abord cherché à mettre en œuvre les accords de Minsk, qui, sur le papier, en tout cas, étaient plutôt favorables à la Russie. L'annexion était plutôt vue comme comment dire, un outil qui priverait la Russie, en réalité, de levier sur l'Ukraine. Donc, ce à quoi fait référence notre auditeur, c'est plutôt ça, c'est plutôt les hésitations russes sur la ligne à tenir à l'égard de l'Ukraine en général et du Donbass en particulier. Pour revenir à l'échange de gaz entre la France et la Russie, l'un de nos auditeurs nous dit que c'est peut-être un échange de gaz contre électricité entre la France et l'Allemagne. Je ne crois pas, mais peut-être sera-ce le cas. Question sur l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Qui sera garant de la stabilité dans le Caucase Sud maintenant que la Russie ne protège plus l'Arménie? Quand est-ce que le Caucase du Sud a été stable récemment? C'est une zone qui est caractérisée par son instabilité. On voit qu'effectivement, la Russie jouait le rôle de parrain dans le cadre du conflit là, qui est celui donc l'Arménie contre Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh, mais qu'elle n'a pas pris parti pour l'Arménie, qui était pourtant son allié, on va dire, plus proche, et qu'elle a intervenu donc au dernier moment en 2020 pour sauver d'un effondrement militaire total, et qu'elle a assisté les bras croisés à sa défaite sur le champ de bataille dans le Haut-Karabakh. On imagine mal une nouvelle architecture, j'allais dire même locale de sécurité, se faire contre les intérêts de la Russie ou sans la Russie, à vrai dire. Donc, une fois de plus, si jamais la Turquie essaie de se substituer à la Russie, ce qu'elle a pas un train de faire, mais elle a un train de normaliser ses relations avec l'Arménie, c'est quand même des choses assez importantes. De là à ce qu'elle devienne désormais le parrain, j'allais dire, la stabilité dans cette région, c'est déjà une autre étape. On peut penser à, les États-Unis, ils ont déjà, à mon avis, tiré le rideau sur cette région, c'est plus vraiment leur intérêt le plus urgent. On peut penser à l'Union européenne, on a vu M. Macron très actif à Prague la semaine dernière avec M. Pachinian et Aliyev, d'animer les discussions avec Pachinian, Aliyev et Erdogan qui n'étaient pas très loin, mais je ne crois pas que dans la région, il y ait beaucoup de monde qui croit à la capacité de l'Union européenne à travers la France de s'imposer comme un garant de sécurité robuste, surtout avec la Turquie et la Russie à côté. Donc, à mon avis, ça va être de la cogestion, dans le meilleur des cas. Sinon, ça restera, mine de rien, la Russie qui aurait la capacité avec beaucoup de leviers, l'énergie, l'armement, etc., de faire fléchir certaines volontés ou de calmer le jeu quand ça déraille trop. En tout cas, la France et les États-Unis, la Russie aussi, sont actifs diplomatiquement. Ils font des rencontres permanentes entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et entre eux. Donc, il y a des discussions en cours et qui sont très actives. Il me semble qu'il y a un très grand désarroi, pour ne pas dire plus, en Arménie, après ce qui s'est passé fin 2020, une forme de déception à l'égard de la Russie.
Je pense aussi, et Igor y faisait référence, au sommet de Prague de la semaine dernière, il y a des tentatives, peut-être une tentation européenne ou chez certains Européens d'exploiter cette faiblesse russe pour essayer, qui sait, de construire quelque chose contre la Russie, pour le coup. Sans la Russie, ça paraît compliqué, mais tirer profit de cet affaiblissement russe. Dans quelle mesure c'est réaliste, c'est une autre question. Alors, intéressant. Enfin, Vladimir Poutine, justement, qui est à Astana en ce moment, avec beaucoup de chefs d'État et de gouvernements de pays de la région, doit s'entretenir, si ce n'est aujourd'hui, demain, avec messieurs Pachinian et Aliyev, qui sont présents à Astana. Et dernier élément sur la résolution de l'ONU que j'évoquais tout à l'heure, qui a été votée donc, hier, l'Azerbaïdjan a voté avec ses pieds. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été présents dans la pièce, donc ils n'ont pas cherché à mettre, n'ont pas voté évidemment contre, on aurait pu penser à l'abstention, ils n'ont même pas fait abstention, ils ont quitté la pièce au moment du vote. Autre conflit, on nous demande, suite à la résurgence du conflit entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, quelle est la position de la Russie? La Russie est très gênée dans cette histoire, très gênée parce que ça met en évidence son incapacité à gérer des tensions qui se transforment en conflit entre deux pays avec lesquels elle est alliée et qui font partie du traité de sécurité collective, ce qui est quand même très fâcheux. C'est comme si deux pays de l'OTAN, de proportion gardée, commençaient à se faire la guerre. Si ça peut arriver un jour, surtout en mer Égée, me semble-t-il. Mais la Russie est gênée et les Kirghizes soupçonnent Poutine d'être plutôt côté tadjik. C'est plutôt ça ce qui se dit, peut-être à tort, mais Kirghizistan qui par ailleurs s'est équipé, comme d'autres pays de l'ex-URSS, en drones turcs. Et Kyrgyzstan qui a indiqué que les exercices militaires de l'OTSC qui devaient se tenir sur son sol très prochainement ne se tiendraient pas au Kyrgyzstan. Donc, ces exercices militaires fraternité inébranlable, qui est un exercice qui est tenu annuellement par l'OTSC, Organisation de traité de sécurité collective. Et le Kyrgyzstan a donc expliqué que non, on ne tiendrait pas cet exercice cette année sur notre territoire, d'une part, et d'autre part, comme le suggérait Arnaud, on voit quand même de plus en plus de rapprochements avec la Turquie. Alors, il y a les drones turcs, mais aussi à travers le vecteur des mondes turciques, que la Turquie joue à fond dans cette région. Donc, le rapprochement avec Ankara, effectivement. Merci Igor. Vous avez un avis sur la remise du prix Nobel de la paix à Mémorial? Les attaques en Russie contre cette association ne symbolisent-elles pas une volonté de réécrire l'histoire? Il ne s'agit même pas de la réécrire, il s'agit de refuser un bilan tel qu'il a été fait en 1945, au moment où un autre monde s'est effondré. En 1991, pour des raisons qui étaient les siennes à l'époque, Boris Yeltsin n'a pas voulu convoquer au tribunal de l'histoire un régime qui pourtant est un régime qui a failli. Et aujourd'hui encore, on le sait tous, il y a une forme de pérennité qui reste revendiquée entre les pages les plus sombres de l'histoire soviétique des années 30, notamment, pour ne pas les citer, et un corps de métier que je ne citerai pas non plus, mais qui aujourd'hui occupe les hautes fonctions de l'État. Et tout le travail de Mémorial n'a pas été de condamner, mais il a été simplement de vouloir faire la lumière et de rendre d'une certaine manière aux Russes leur passé, et sachant que seule la connaissance de son passé permet de vivre de manière réconciliée dans un pays qui a vu une partie de sa population martyriser l'autre. Donc tous s'attendaient en fait, enfin tous je ne sais pas, mais ici en tout cas tout le monde était convaincu que le président Vladimir Zelensky serait le seul à obtenir le Nobel de la paix. Ce n'a pas été le cas. Et c'est une décision qui nous semble courageuse d'avoir attribué ce prix à 3 organisations en Biélorussie, en Ukraine et en Russie, qui toutes 3 concourent à œuvrer dans un sens qui est indéniablement celui de la paix. Donc, il n'y a pas de lien entre l'attribution de ce Nobel et les persécutions dont fait l'objet de Mémorial. Ces persécutions sont anciennes et elles ont petit à petit été une forme de baromètre du durcissement du régime. C'est une très bonne question parce qu'elle a réveillé notre ami Pavel qui s'endormait.
on n'a plus de questions, donc Pavel, tu vas prendre la parole. Mais juste, on a une dernière question. Quel est le bilan de la rencontre entre notre ambassadeur et les autorités russes vendredi dernier? On n'a pas de feedback. Hein. Si vous rencontrez l'ambassadeur, posez-lui la question. Mais évidemment, il n'y répond pas directement. C'est un problème diplomatique. Non, c'est une question qui nous a été posée. J'ai répondu à ce moment-là que nous poserions la question à la chancellerie politique, ce que nous avons fait. Et puis, on a demandé à la chancellerie si elle le jugeait opportun de communiquer elle-même là-dessus, ce qu'elle fera si elle le juge opportun. Voilà. Pour le reste, merci, Président, pour ce rappel à l'ordre. L'actualité, comme vous le savez, est assez neuroleptique, à moins que ce soit un système immunitaire qui régisse de la sorte. Retrouvez nos briefings, éclairages sur l'actualité. Nous continuons selon le calendrier que vous connaissez tous, c'est-à-dire a priori lundi, jeudi, et puis si jamais événement particulier, dans ce cas, édition spéciale avec annonce sur le slider en ligne de notre site internet. Voilà, les questions sur la boîte mail hotline, les informations sur les réseaux Telegram, les briefings précédents sur le fil YouTube, et puis pour ceux, c'est un message qui ne s'adresse pas à tous nos auditeurs, mais plus spécifiquement aux membres de la Chambre qui seront présents à Moscou au début du mois de novembre. Nous avons notre assemblée générale le 2 novembre. Consultez le site et nous serons heureux de vous retrouver à l'occasion de ce grand moment de la vie de notre association. Voilà, tenez bon, excellente fin de journée. Bonne continuation pour le Igor Delanoë French Tour. Donc, je crois que demain, tu es à la caserne des pompiers de Concarneau, tu nous avais dit, pour non, plus sérieusement, bon travail en France. Et puis, le plaisir de vous retrouver jeudi. Voilà, merci à Françoise Rigard qui continue à faire les résumés de nos briefings et qui les fait très bien. Et la CCI France-Russie reste à vos côtés. Merci, au revoir.